Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde. Et merci à François Gémen pour son intervention. On va parler de climat, d'environnement, d'écologie. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, on entend parler d'environnement, d'écologie. On a une montée du climato-scepticisme, du greenwashing, mais en même temps, surtout ces derniers mois, ces dernières années, il y a un désintérêt assez profond pour l'environnement. Et c'est donc pour ça qu'on va se poser la question de comment rendre l'écologie plus sexy, comment on peut rendre l'écologie plus désirable. Et pour ça, justement, je vais être accompagné de 3 intervenants. Donc on a Charlotte Lemay, Antoine Lénuzel et Nicolas Mérieux. Pour commencer, est-ce que Antoine, tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais? Je prends le micro. Ouais, on a 3 micros. Ah non, c'est bon. Merci. Merci Mamad, bonjour à tous. Moi je suis donc journaliste qui baigne dans les questions de transition écologique et sociale depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai été de la bande fondatrice d'un média que vous connaissez peut-être qui s'appelle Oui Demain, qui est une revue trimestrielle papier, mais qui est aussi plein d'autres déclinaisons. Donc j'ai été rédacteur en chef pendant pas mal d'années avant de m'installer à Marseille pour faire mon travail de journaliste plus proche du terrain, où je travaille toujours pour Oui Demain en tant qu'indépendant. Et aussi, je suis le correspondant du journal Ouest France à Marseille. Voilà. Charlotte? Oui, bonjour. Donc Charlotte Lemay, je suis mannequin, créatrice de contenu lifestyle et j'ai fondé une association qui s'appelle Aware Collective dont le but est de transformer le secteur de l'influence lifestyle pour le rendre plus éco-responsable. Et j'ai aussi écrit un livre qui est sorti l'année dernière, qui est un guide pratique à destination justement des influenceurs sur les réseaux sociaux et l'écologie. Et bonjour à tous et à toutes, moi donc, je suis Nicolas Mérieux, écoutez, je suis stand-upper à la base, j'ai écrit plus de 4 spectacles sur l'écologie. Sinon je me suis fait connaître sur YouTube, j'étais un des premiers à parler d'écologie sur YouTube, c'était il y a plus de 15 ans de ça maintenant. Et oui, je sais, je n'ai pas l'air mais je suis assez vieux. Et puis après j'ai fait un petit peu de télé sur France Info et TF1 notamment, où j'ai travaillé d'ailleurs avec Oui Demain. Et maintenant j'ai une ferme, voilà. Alors, ce qui est super intéressant avec vos 3 profils, c'est que tous les 3, vous avez de l'influence, vous vous exprimez sur des sujets de manière différente, donc ce soit à travers l'univers médiatique, toi l'influence, et toi du coup sous le prisme du divertissement. Donc ça fait plusieurs années justement qu'on parle d'écologie. Est-ce qu'on parle mieux d'écologie en 2026 qu'auparavant, Antoine? Alors en tout cas, on parle plus d'écologie. Est-ce qu'on parle mieux d'écologie? Je dirais non. Je dirais qu'on parle moins bien d'écologie. Juste pour revenir, tu as dit que tu étais parmi les premiers sur le front du stand-up à parler de climat. Oui, demain, c'était un petit peu pareil sur le front de la presse écrite. Alors évidemment, il y avait à l'époque Le Monde, etc. Les grands médias s'intéressaient un petit peu, mais globalement, à la télé, à la radio, on n'entendait jamais parler de climat. Nous, on allait voir pour essayer de faire rayonner nos articles, ce qu'on racontait, les télés, les radios. Généralement, ce qu'on entendait, c'est le climat, ça nous embête. C'était, pour être poli, c'était un peu ça le climat. Aujourd'hui, on voit quand même que les choses ont radicalement changé. Il y a des cases qui se sont ouvertes un peu partout. Aujourd'hui, la météo sur France 2 est devenue la météo du climat. Enfin, est-ce qu'on pouvait imaginer ça il y a 15 ans? Et d'un autre côté, on a ce problème qu'on connaît tous, qui est un rapport nouveau à l'information véridique ou pas. Et le climat fait partie des premiers à en subir les conséquences. Donc effectivement, est-ce que l'information climatique aujourd'hui est mieux divulguée? Je n'en suis pas certain. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a à disposition tous les outils pour bien s'informer sur le climat. Charlotte, du coup, toi, tu parles justement d'environnement sous un prisme différent, via l'influence, via les réseaux, ton asso, etc. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que je trouve qu'on en parle mieux aujourd'hui ou pas spécialement? Alors déjà, je vais quand même dire qu'on n'en parle pas assez, parce que je crois que ça représente 2,5% des sujets évoqués sur les médias classiques. Donc pour moi, on n'en parle vraiment pas assez du tout. C'est vrai que c'est un sujet qui est plus admis, il y a moins de personnes qui vont remettre ça en question. En revanche, c'est un sujet qui est compliqué à aborder, même sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, parce que moi c'est la partie que je connais le mieux, il y a de plus en plus d'influenceurs qui prennent de la place, qui sont engagés, qui se disent écolos,
En revanche, du côté des influenceurs plus lifestyle, on va dire des influenceurs qui vont parler du quotidien et de mettre en avant leur mode de vie, c'est très compliqué pour eux de parler d'écologie parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Il y a un peu un sentiment où il faut être expert pour parler de ce sujet-là. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'association, c'est justement de leur montrer qu'on ne doit pas attendre d'être expert d'un sujet pour en parler, parce que sinon on va être mal, parce qu'on a besoin d'en parler vite et d'être nombreux. Et les réseaux sociaux prennent une place énorme aujourd'hui dans nos vies, et surtout auprès des jeunes. Les réseaux sociaux et les influenceurs, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une vitrine pour de la publicité, ils sont aussi une source d'information. Il y a énormément d'études qui le montrent. Les jeunes regardent les réseaux sociaux comme une nouvelle source d'information. Ils ne regardent plus les médias classiques. Donc on doit aussi voir en fonction de ça et aider les créateurs de contenu à en parler. Et nous, justement, on veut montrer qu'il y a 1000 manières de parler d'écologie et justement pas attendre d'être expert et 100% légitime sur un sujet parce que c'est un sujet vaste, c'est un sujet complexe et qui implique des connaissances dans chaque domaine dont on peut parler. La mode, l'alimentation, le voyage, etc. Tu l'as dit, pour les jeunes, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une source d'information. Il y a 2/3 des jeunes qui s'informent principalement en utilisant les réseaux sociaux. J'ai le sentiment que même si certains créateurs ne sont pas experts, ne se sentent pas légitimes pour parler de ces sujets, il y a quand même eu une évolution. Par exemple, il y a quelques années, on voyait des créateurs de contenu faire des stories en avion, par exemple, et on ne voit plus trop ce type de comportement. Est-ce que toi, tu as vu une évolution dans ce style ? Oui, il y a 2-3 ans, il y a eu une vraie évolution. Il y avait un peu une honte de poster son hublot. Il y a eu vraiment un changement dans les comportements. En revanche, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec le contexte géopolitique actuel et économique, il y a moins cette injonction. J'ai l'impression que de manière générale, les gens n'ont pas envie qu'on leur rajoute justement des injonctions dans leur comportement. Et donc ça revient un petit peu. On remet un petit peu justement son aile d'avion, etc. En revanche, de manière globale, pour ne pas être défaitiste, je ne pense pas qu'il y ait un backlash global. Les influenceurs, ils sont comme tout le monde. Ils sont inquiets de ce qui se passe, ils sont inquiets pour l'environnement, ils sont inquiets pour la biodiversité et pour leur santé. Donc oui, le sujet il est de plus en plus présent, mais ce n'est pas forcément dans le mode de vie et dans les injonctions individuelles qu'on va le voir aujourd'hui. Ça va être plus militant, comme avec la loi du plomb par exemple, où on a vu plein d'influenceurs, plein de personnalités, même des acteurs qui se sont exprimés sur ce sujet-là. Enfin, voilà, typiquement les pétitions contre Chine au BHV, là il y a énormément d'influenceurs qui se sont positionnés. Donc ça va être au-delà du mode de vie individuel, ça va être des prises de position sur des pétitions et des sujets de communauté en fait, de société. Nicolas, dans la sphère justement du divertissement, de l'humour, est-ce que tu as vu un changement sur la manière dont on parlait d'écologie ? Clairement, c'est-à-dire comme je te l'ai dit, moi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, c'était il y a 15 ans de cela, et j'étais tout seul. Après, il y a eu les chroniques écologiques du professeur Feuillage sur Canal+. Après, il y a eu Partager, c'est sympa. Et aujourd'hui, comme Charlotte l'a très bien dit, maintenant, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a des influenceurs, des créateurs, des créatrices de contenu écolo sur absolument tous les sujets de la société, que ce soit la mode, le voyage, le militantisme. Et moi, à l'époque, sans déconner, hein, je me sentais très seul. Parce que moi, là-bas, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube par conviction, par militantisme. Et quand j'ai vu toutes les autres arriver, d'un seul coup, on est devenu plein de potes. Et c'était cool parce que l'union fait la force, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive à faire des campagnes sur les réseaux sociaux qui touchent beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc ouais, j'ai vu cette évolution. Et comme Charlotte l'a dit aujourd'hui, là, depuis quelques années, c'est l'inverse. D'un seul coup, il y a Donald Trump, il prend tout l'espace, le fascisme prend tout l'espace, et l'écologie, on n'en a plus rien à foutre, j'ai l'impression, là. Alors, cette journée nous fait dire le contraire, merci d'être là. mais globalement, c'est compliqué, ouais. Et du coup, donc, aujourd'hui, on parle plus d'écologie qu'avant. Mais il y a quand même un désintérêt. Et selon vous, pourquoi on n'arrive pas à embarquer plus de monde dans cette transition sur ces sujets-là ? Antoine ? C'est une très vaste question. En fait, si on prend l'échelle médiatique, je pense qu'il faut maintenant découper un petit peu, notamment géographiquement, les choses. Parce que si on prend le débat national, on a l'impression qu'effectivement, on n'embarque pas grand monde. Quand on regarde la tonalité des médias, ça a été dit, je ne sais plus, le taux de présence des infos écologiques dans les municipales, c'est record dans le mauvais sens. Donc ça pourrait comment dire, donner une forme de défaitisme. Mais quand on regarde sur les territoires,
Il y a un papier du Monde que je vous invite à lire qui date d'il y a quelques semaines, juste après les municipales, qui dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de l'écologie sur les territoires, c'est-à-dire que les débats locaux prennent, sans même s'en rendre compte, la question de l'écologie en compte. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques que sur 15 ans, puisqu'on parle de cette échelle de 15 ans, tout le monde s'est pris dans la figure. Les inondations, les incendies, les problèmes d'eau. Ça a été dit sur cette scène, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui peuvent se dédouaner d'être en lien avec les problèmes climatiques. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à il y a 15 ans qui est massive. Donc ça existe. Après, il y a un débat national qui, à mon avis, est déconnecté et de plus en plus, et comme sur plein de sujets, qui peuvent être les sujets d'alimentation, de transport, les sujets de vie quotidienne, qui est absolument déconnecté des préoccupations des Français. Donc se rapprocher de l'échelle locale, je pense que ça permet de se rendre compte que les gens, en fait, en réalité, sont impliqués et qu'il y a une vraie dissonance entre les débats nationaux qui sont pour beaucoup liés à un agenda politique et pas toujours glorieux. On voit des forces qui montent et qui ont des vrais pouvoirs de nuisance sur ces sujets-là, mais que si on descend, on voit des choses peut-être plus enthousiasmantes, voilà, dans les échelles. Charlotte, tu l'as un peu évoqué, mais selon toi, pourquoi les influenceurs ils parlent pas d'écologie ou d'environnement ? C'est toujours les mêmes freins qui reviennent. Déjà, effectivement, on n'est pas nombreux à parler d'écologie sur les réseaux sociaux, même si c'est de plus en plus. Mais il n'y a pas vraiment de modèle d'influenceurs quand on voit les Léna Situation, Squeezie, etc. Ils ne parlent pas trop de ces sujets-là, ils ont peur d'en parler. Et donc, en fait, on ne se sent pas en bande, ils se sentent un peu seuls pour s'exprimer sur ces sujets. Il y a le problème de la légitimité, mais ça, on l'a évoqué. Il y a le problème de se demander si on peut toujours gagner sa vie, puisque moi je parle d'influenceurs qui gagnent leur vie grâce à des placements de produits, et ce nombre d'influenceurs-là ne fait qu'augmenter. Et le problème surtout des critiques, qui est vraiment le plus récurrent, c'est de se dire en fait à partir du moment où je vais m'engager, où je vais commencer à parler de ces sujets-là, moi je le vois, derrière on va observer au peigne fin chaque fait et geste que je vais faire pour vérifier si je suis bien écolo et si je suis bien cohérente sur mes contenus. Et spoiler, je ne suis pas parfaite, personne ne l'est, et pourtant c'est absolument nécessaire que les influenceurs se mettent à parler de ces sujets-là. Et c'est absolument nécessaire qu'ils prennent conscience de l'impact qu'ils ont auprès de leur communauté et qu'ils prennent conscience des ordres de grandeur, en fait, de ce qui a vraiment de l'impact dans notre quotidien. Pour vous donner juste un petit exemple. Moi, j'ai posté une annonce pour dire je cherche un appart avec une baignoire. Et bien, j'ai reçu des tonnes de messages. Quoi ? Mais tu veux une baignoire ? Mais c'est vraiment pas écolo, mais quelle honte ! Est-ce que vraiment... Donc en fait, c'est faux, etc. Vraiment. Et en fait, quand on prend les ordres de grandeur, un steak, c'est une piscine. Donc en fait, moi déjà, je ne mange pas de viande, ou quasiment jamais. C'est déjà un impact énorme. Et c'est pareil pour l'avion. En fait, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Et absolument, il faut que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui ont une audience prennent conscience de leur impact. C'est vrai que les ordres de grandeur, c'est essentiel, mais il y a aussi, comme tu le dis, cette notion de pureté militante. C'est-à-dire que la pureté militante, j'imagine que vous voyez ce que c'est, mais c'est une injonction à être parfait dans son comportement militant. C'est-à-dire que si on se déclare écolo et qu'on, je sais pas, par exemple, on ne prend pas l'avion, mais qu'on mange de la viande, on va nous reprocher de manger de la viande et justement de pas être parfait dans notre comportement de militant écolo. Et souvent, justement, sur les réseaux sociaux, il y a cette injonction. Donc, c'est un peu ce que tu as vécu donc, avec la baignoire, mais ce que peuvent vivre d'autres créateurs de contenu lorsqu'ils déclarent être engagés, quoi. Et, Nicolas, est-ce qu'il y a aussi cette injonction dans le milieu du stand-up, du divertissement ? Ouais, évidemment. Mais d'ailleurs, j'aimerais rebondir à ce qu'elle a dit. Tu vois, elle parle des gros influenceurs, genre Squeezie qui parle d'écologie. Il fait le GP Explorer. C'est une course de Formule 1. Comment tu veux qu'il en parle ? Si toi, alors que tu essaies d'être le plus écolo possible, tu te fais engueuler. Moi, je reçois des insultes même, je n'ai pas peur de le dire. Imagine Squeezie s'il commence à parler d'écologie, tu vois. Alors qu'il faudrait, mais d'abord, il faudrait qu'il fasse un mea culpa. Tu vois, genre, ouais, c'est vrai, j'ai pris conscience du truc, je suis venu à jour j'ai compris, tu vois. Il faudrait qu'il se fasse un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant ce parallèle qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, on fait quand même une journée qui parle d'environnement essentiellement pour les entreprises. Et j'imagine que vous, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, vous devez vivre ça. Voilà, je vois monsieur qui acquiesce. Ça va être compliqué si tu travailles dans le secteur du ciment, du plastique ou quoi, et que tu es quand même là, parce que tu as quand même conscience qu'il faut que tu évolues. Bon, ben, il est possible qu'on dise, ouais, poulet... tu veux pas changer de business plutôt, tu vois ? Et je pense que c'est ce que vivent les gros influenceurs, tu vois. Ouais, alors, si je peux me permettre de rebondir, juste quand on est une personnalité publique et qu'on est suivi par des millions de personnes comme Squeezie,
quoi qu'il arrive, on est critiqué. On le voit avec une Lena Situation, je ne sais pas si vous voyez son profil, c'est une des plus grosses influenceuses françaises, très 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 influente dans la mode. Et quoi qu'elle fasse, elle se retrouve à se faire insulter pour mais vraiment tout et rien. Et pourtant, elle s'engage très très peu. On peut même dire plutôt le contraire. Elle fait hyper attention à tout ce qu'elle poste. Donc je me dis, tant qu'à faire, quand on est exposé et qu'on a beaucoup de visibilité comme ça, on sera critiqué. Donc autant le faire pour quelque chose de bien et auquel on croit. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité avec le modèle de l'influence et de l'environnement ? Si, dans un monde soutenable, les influenceurs et les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Il faut poser la question de l'argent, évidemment. D'où vient l'argent qui est versé aux influenceurs. Alors, on voit qu'il y a pas mal de marques quand même vertueuses ou d'industries vertueuses qui sont capables, qui ont un petit peu de puissance pour porter des voix. Mais majoritairement, l'argent qui est utilisé sur les réseaux sociaux va servir à la grande conso. Et il faut voir la réalité de cette grande conso aujourd'hui en France. Il faut rappeler les ordres de grandeur toujours. En 20 ans, je crois qu'on s'est mis à acheter à peu près 2 fois plus de vêtements. Et ça, c'est une responsabilité qui est évidemment celle des marques, pour ne pas les citer, Shein, etc. Mais c'est aussi les algorithmes qui font qu'on va se faire rabâcher à longueur de journée que ce t-shirt, il est là, il existe, il vous fait de l'œil, vous allez finir par l'acheter. Résultat, on achète 2 fois plus. Et que dans ce rabâchage, les influenceurs ont un rôle assez majeur quand même à jouer. Donc en fait, aujourd'hui, oui, la réalité, c'est que l'influence fait en grande partie et part de cette machine à consommer, à acheter plus. Et comment, du coup, aujourd'hui, on peut faire pour sortir des bulles écolo, sortir des bulles de convaincus ? Parce qu'au final, c'est un peu ça dont il est question. C'est-à-dire que même sûrement ici aujourd'hui, moi j'assiste à des conférences et je me dis, au final, les conférences, c'est bien, mais c'est souvent des personnes qui sont déjà convaincues. Et j'imagine que dans la salle, la plupart des gens sont déjà convaincus. Donc comment on fait pour sortir de ces cercles et embarquer le plus grand nombre ? Nicolas. Moi, je suis assez d'accord avec ça parce qu'effectivement, la plupart du temps, pendant l'année, en fait, je fais mon spectacle soit dans des théâtres, soit pour des entreprises, des assemblées générales, tout ça. Mais l'été, j'ai créé un concept, là, ça va être la 4e année que je le fais. Je fais le tour de France et je joue mon spectacle que dans des fermes. Et donc, je vais vraiment jouer le plus loin possible des grandes villes, tu vois, et je le fais gratuitement. C'est-à-dire que c'est le spectacle, je le mets au chapeau. Parce qu'en plus, j'essaie de le rendre le spectacle le plus accessible possible, parce que généralement, quand je joue au théâtre, les places, c'est entre 22 et 27 euros, et tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre cet argent dans une place de spectacle, et également, tout le monde n'a pas les moyens d'aller au théâtre. Moi, parfois, je vais dans des fermes, je leur demande, il est où le premier théâtre ? C'est 1h30 de bagnole, tu vois ? Donc, comment tu fais pour... tu peux pas. Donc, c'est pour ça que j'essaie, et en plus, souvent, quand je vais jouer dans les fermes, comme ça, l'été, c'est pas forcément mon public. Quand je demande aux gens dans la salle qui me connaissent, généralement, il y a un tiers des gens qui viennent qui me connaissent. Le reste, ils viennent juste parce qu'il se passe un truc dans leur village, tu vois. Et c'est génial, parce que là, c'est là où j'ai la sensation de vraiment avoir de l'impact. Parce que clairement, je joue pas devant des écolos gauchos, d'accord ? Je joue devant des gens qui sont vraiment très loin de mes idéaux, souvent. Et ça, c'est mon petit chemin de croix, tu vois. C'est l'été, je fais ça, je vais voir les gens. Et quand à la fin, il y a des fascistes qui viennent me voir, ils me disent « Ouais, je suis pas d'accord avec tout, mais j'ai compris 2-3 trucs. » Je me dis « Yes, yes, on en a changé au moins un. » C'est cool. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie d'écarter la vision, quoi. Génial. Et Charlotte, toi, comment tu fais ? Moi, c'est à travers les réseaux sociaux et les influenceurs, et à travers l'asso, on organise des journées et des voyages de sensibilisation. Les voyages, ils sont avec des thématiques. On fait venir des experts de ce sujet. Là, je suis revenue hier d'un voyage sur la mode responsable. Donc, on a parlé de circularité, de seconde main. On a fait venir Julia Faure. Si vous ne la connaissez pas, il faut voir ce qu'elle fait. C'est une pointure sur la mode responsable. Elle est exceptionnelle. Et en fait, on donne du pouvoir et on donne des clés aux influenceurs, aux plus gros influenceurs, pour qu'ils se mettent à parler de ces sujets-là et qu'ils se rendent compte de leur impact. Et c'est des influenceurs qui ne sont pas engagés, c'est ça ? Pas du tout. Okay. On invite vraiment des influenceurs qui ne parlent pas d'écologie sur leur réseau, qui ne sont pas convaincus, ou en tout cas pas publiquement. Et le but, c'est de les embarquer. C'est vraiment embarquer tout type de profil, tout type de réseau. Enfin, vraiment, on a des influx Instagram, Twitch, TikTok, YouTube. Et plein de manières de communiquer différentes, parce qu'encore une fois, on a besoin de tout le monde. Et est-ce que tu as réussi à avoir des changements de comportement ou de discours de la part de certains influenceurs ? Oui. Ouais, et franchement, c'est une grande victoire, et notamment un influenceur de télé-réalité
Vraiment, quand il est venu au premier voyage, je me suis dit, bon, ok, on m'a conseillé de l'inviter parce qu'il partageait beaucoup de voyages en van, etc. Je ne connaissais pas son travail. Il est venu au voyage et depuis, il est venu à plusieurs journées et voyages. Il s'appelle Bastos, je ne sais pas si vous voyez son profil. Et depuis, typiquement, lui, c'est l'exemple. Il n'arrête pas de dire ne montrez pas l'avion sur vos stories. Il s'adresse aux influenceurs. Il dit prenez le train plutôt que l'avion. Il fait hyper attention à son mode de consommation. Il montre ses vieilles chaussures en disant bah oui, on n'a pas besoin de changer tous les 4 matins. Enfin, c'est un switch énorme. Et il a partagé pas mal de contenu. Enfin, là, c'est un exemple plus avancé parce qu'ils ne font pas tout ça. Mais ceux qui sont vraiment convaincus par les voyages, ils s'engagent notamment contre la loi du plomb et ils ont partagé des contenus un peu plus militants, engagés, disons. On peut dire que tu influences les influenceurs, quoi. J'espère, j'essaye. Antoine, comment on fait pour sortir de sa bulle quand on est dans l'univers médiatique et surtout qu'en général, sur les journaux, les magazines, c'est souvent un public qui est déjà convaincu qui achète. Donc comment on fait pour sortir de cette bulle ? Je pense que c'est en transversalisant, c'est-à-dire en nous faisant oublier qu'on parle d'écologie, qui est peut-être un sujet qui est devenu un mot d'ailleurs, qui est devenu un mot totem, comme on dit, qui est très, très segmentant dans la société française. D'ailleurs, on voit comment l'extrême droite se l'est réappropriée avec tout un imaginaire complètement hallucinant autour, comme si c'était la menace. En fait, il y a un renversement des valeurs qui s'est opéré, qui est terrible. Donc peut-être abandonner ce combat-là, ou en tout cas pas l'abandonner, mais le mettre au deuxième plan pour rentrer dans le vif des sujets. Et rentrer dans le vif des sujets, c'est, quand on est journaliste, aborder 100% des sujets qu'on traite à travers ce prisme, pour pas dire de l'écologie, des limites planétaires. C'est-à-dire que quand on parle de l'industrie aéronautique, quand on parle d'alimentation, quand on parle de transport, quand on parle d'alimentation, à chaque fois, vous êtes tous bien placés dans la salle pour le savoir, on parle des limites planétaires. Donc je pense que cette transversalité, et jusqu'à le choix des sujets aussi, quand on parle, ne pas utiliser le mot écologie dans des sujets où on parle complètement d'écologie. Il n'y a pas longtemps, cet été, pour Ouest France, j'avais fait un sujet, un reportage sur le crabe bleu qui sévit dans l'étang de Berre. Je ne sais pas si vous connaissez le crabe bleu, mais c'est une espèce invasive qui est là parce qu'il y a du réchauffement climatique, au-delà du fait qu'elle est arrivée d'Amérique du Nord, qui bouffe tout sur son passage et qui pose des problèmes immenses du point de vue de la biodiversité, des équilibres écosystémiques, etc. Qu'est-ce qui se passe avec le crabe bleu ? Il y a toute une chaîne qui se met en place sur le territoire marseillais. Ça va des pêcheurs, des scientifiques pour essayer de le comprendre, jusqu'aux gens sur les marchés, jusqu'aux filières de vente et de cuisine, parce qu'il y a des restaurateurs qui se mettent à le cuisiner. Donc en fait, on a un enjeu qui s'appelle le crabe bleu, qui s'appelle plus l'écologie, et on a autour un certain nombre de sujets, de problématiques qui vont venir impacter directement le fonctionnement d'un territoire. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi, moi, au titre de mon travail pour Ouest France, qui est un média vraiment de proximité. Alors, mon audience n'est pas autour de moi, parce que Ouest France, c'est plutôt lu dans l'arc ouest de notre pays, mais avec un rapport à Marseille qui est quand même un véritable laboratoire, aussi bien en termes de problématiques que de solutions sur les sujets de transition écologique et sociale. Et un dernier point sur les leviers, ce que tu disais, Mamad, pour activer, aller plus loin, je pense la jeunesse est le levier qu'il faut activer. La jeunesse, elle est segmentée comme la société. Les parents, les enfants sont souvent à l'image des parents, un petit peu les mêmes idées, mais globalement, c'est des âges où on peut peut-être plus facilement passer à l'action, avoir plus de motivation. Et à ce titre, Oui Demain avait lancé un titre qui s'appelle Oui Demain Ado, qui était, donc comme son nom l'indique, pour une tranche d'âge autour de la fin du collège, début du lycée. Et ça a été très, très enthousiasmant de faire ce bout de chemin aussi éditorial, parce qu'on s'aperçoit que cette cible est super demandeuse de toujours plus d'infos sur le sujet. On a vu les mobilisations qui ont pu avoir lieu il y a quelques années dans les collèges, dans les écoles, avec les grèves de l'école pour le climat. Donc il y avait vraiment un côté très proactif, et je pense que l'éducation aux médias, puisqu'on va bien au-delà du journalisme, là on a parlé de l'influence, les journalistes sont là pour quadriller, pour essayer de donner des grilles de lecture, mais tout le monde est concerné, et c'est bien d'essayer le plus tôt possible d'instiller dans les cerveaux le fait qu'une information n'est pas du tout anodine, jamais. Elle a un émetteur, elle a un récepteur, elle a un objectif, et en fait je pense que c'est en jouant aussi sur ces leviers-là qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Justement, une information, comme tu dis, elle n'est pas forcément anodine, ça dépend du distributeur, etc. Ça me fait penser aux réseaux sociaux.
notamment toutes les plateformes qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui sont américaines, chinoises ou autres. Est-ce que, selon toi, Charlotte, le public est conscient des biais que peuvent avoir les réseaux sociaux? C'est-à-dire, donc, par exemple, on sait que sur X, il n'y a pas de modération. Enfin, nous, on le sait, mais tu vois, peut-être que les jeunes ne sont pas au courant. TikTok, apparemment, TikTok chinois serait différent du TikTok européen. Est-ce que, voilà, toi, tu penses que parmi ton audience ou parmi les gens sur les réseaux, il y a une prise de conscience de ces enjeux? C'est difficile de répondre à cette question. En plus, je n'ai pas de chiffres en tête pour appuyer ma réponse. Globalement, je pense qu'il y a un peu deux côtés. Il y a des personnes qui sont en train de prendre conscience de tout ça, et notamment avec l'arrivée de l'IA qui prend une place énorme dans nos vies et sur les réseaux et dans tous nos métiers. Donc je pense qu'il y a un vrai questionnement qui arrive. Et un peu avec deux types de personnalités. Il y en a qui se disent génial, chouette, c'est de la nouvelle technologie, ça va nous aider, on va aller plus vite, plus loin, voilà. Et de l'autre côté, il y a énormément de prise de conscience aussi, avec notamment pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux qui tournent sur tous les fondateurs des IA, toutes les vidéos sur la désinformation. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, mais à la fois, en face, on ne fait pas le poids. Quand on voit que, typiquement sur ChatGPT ou sur X, sur les réseaux, il y a des bulles algorithmiques qui poussent typiquement l'extrême droite, en fait, je pense qu'on ne fait pas le poids en face pour le moment. Donc il y a une prise de conscience, mais elle est encore légère. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on en parle plus. Nicolas, à quel point l'humour, c'est un outil qui est puissant pour faire changer les mentalités? Je ne sais pas à quel point il est puissant, mais c'est celui que j'ai décidé d'utiliser en tout cas. Mais d'ailleurs, sur ce sujet-là, je voulais rebondir sur ce qu'Antoine a dit, de ne pas parler d'écologie, tu vois. Et c'est vrai que moi, au début du spectacle, je dis aux gens, on va parler de la fin du monde, quoi. Tu vois, on va parler de la survie de l'espèce. Mais non, mais oui, mais justement, c'est tout le but de ce spectacle, tu vois, c'est d'arriver avec la brutalité de la chose et d'en faire rire, et qu'à la fin du spectacle, les gens ont un déclic et ont envie de changer, rentrer en action, en mouvement. Et c'est ça, parce qu'en fait, si tu parles d'écologie, c'est trop abstrait. Par contre, ce qui se joue réellement, c'est la survie de l'humanité à la fin de ce siècle. C'est ça qu'on joue en ce moment, tu vois. C'est fou. Et c'est ça dont j'essaie de parler. Plutôt que de parler d'écologie, je parle de la réalité. Je prends les chiffres, je prends les rapports du GIEC, je fais des blagues avec. C'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté de rire avec l'écologie et de prendre le rire pour transmettre ces valeurs-là, c'est d'arriver à être drôle. Parce qu'en fait, l'humour, comment ça marche ? L'humour, c'est une prise de judo à votre cerveau. En fait, votre cerveau pense quelque chose de logique et la chute va être quelque chose d'illogique. Donc, vous voyez, ça vous fait basculer et boum, il y a un réflexe dans votre cerveau qui provoque le rire. Okay ? Si on parle de cul, c'est simple. Le cerveau, quand on parle de cul, il est léger, il n'est pas sur ses appuis. Donc c'est très facile de le faire basculer d'un côté ou de l'autre et d'apporter du rire grâce à une blague de cul. Maintenant, si tu parles du rapport du GIEC, là, je peux te dire que le cerveau, il est bien sur ses appuis, tu vois. Donc pour arriver à basculer les gens dans le rire, c'est très compliqué. Et moi, c'est ça que j'ai décidé de faire, c'est d'arriver à me faire la promesse d'être aussi drôle dans mes spectacles qu'un spectacle qui traiterait d'un sujet léger. Parce que effectivement, que l'humour, ou en tout cas les émotions, peu importe, s'associent en fait avec la mémoire dans le cerveau. Et du coup, ça permet que les gens retiennent mieux. Donc je ne sais pas si c'est un outil puissant, mais c'est l'outil que j'utilise et que j'aime le plus. Tu disais que tu parles de fin du monde. Est-ce qu'il n'y a pas justement Est-ce qu'on arrive à convaincre en étant sur des sujets aussi négatifs, alarmistes, catastrophistes? Est-ce qu'il n'y a pas une autre approche à adopter selon vous, Antoine par exemple? Ah bah oui, je suis convaincu de ça. D'ailleurs, c'est l'essence de Oui Demain et pourquoi ce média a été créé il y a de ça 15 années. C'est-à-dire qu'à l'époque, on parlait un petit peu de climat, pas beaucoup, mais c'était plutôt sous l'angle de... l'image d'Épinal, c'est la banquise, en fait, avec l'ours dessus, et en quoi notre action va avoir un impact sur cette scène-là, quoi. Donc c'est loin. Et ce qu'on a fait avec Oui Demain, c'est essayer de rapprocher en termes de pro-action. De territoire, je l'ai dit, mais d'action.
C'est-à-dire de voir en tant que catégorie X, Y, Z de la population, qu'est-ce qu'on a comme levier à proximité de nous, parce qu'on voit que ça a été aussi une dérive, sans laisser entendre que chacun aurait des leviers qui permettraient de sauver le climat. C'est absolument pas le cas, hein. On n'a pas tous le même pouvoir pour le faire. Et il faut tout à fait relativiser. Ça fait partie aussi de l'humeur, de l'ambiance qu'on peut avoir dans le cerveau par rapport à ces sujets-là. Il ne faut pas du tout faire peser la responsabilité du geste climat sur les individus uniquement. Et rappelons que les majors pétrolières ont été les premières à pousser cette notion d'impact carbone individuel. Donc il faut vraiment sortir de ça pour dézoomer et juste après rezoomer et voir, notamment pour vaincre des maux du siècle, hein, qui peuvent être ceux comme l'éco-anxiété aujourd'hui, qui touche la majorité, hein, de la jeunesse européenne. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il y a des études qui disent que la solution, ou une des solutions en tout cas, c'est d'être actif, d'être proactif, d'avoir un sentiment d'utilité autour de soi. Et pour ça, il y a Oui Demain, mais toi aussi, Mamad, je sais que tu fais beaucoup pour ce mouvement-là, c'est-à-dire faire rayonner des initiatives auxquelles on peut se rattacher en tant qu'individu pour peut-être les rejoindre, peut-être y participer, peut-être faire quelque chose qui va être inspiré de ce qu'on voit. Mais il y a vraiment cette idée que les sujets climat, ils fonctionneront toujours mieux dès lors qu'ils seront concrets et qui pourront faire appel à l'action. Voilà. Eh bien, c'est sur ces mots d'optimisme qu'on va se laisser. Merci à tous pour votre intervention et merci à tous d'être présents aujourd'hui.